Nikon, Canon, psst. Venez voir, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. Là je suis avec un Lumix S5, un Panasonic Lumix S5. Regardez, je suis en vidéo. Hein. Je vais dans les menus, je vous montre. Hein. Je vous montre rapidement. Regardez. Là, Canon, regarde bien Canon. Tu vois ici, j'ai un mode qui s'appelle A pour aperture, pour ouverture, et un mode qui s'appelle S. S chez toi c'est TV1. S ça veut dire speed, ça veut dire priorité vitesse. Regarde. Je vais dedans, déjà je peux aller dedans. T'as vu, j'ai ça qui est possible. Et regarde maintenant, je suis en vidéo, regarde ce qui va se passer, regarde ma valeur. Hein. Regarde ce qui va se passer en jaune, regarde. Je peux changer ma vitesse, et regarde, attends, là j'ai pris un exemple, je te prends un exemple. Je me suis mis en ponctuel, hein, en mesure de lumière ponctuelle, d'accord. Regarde, attends, hop, je me mets sur la lampe, regarde ce qui va se passer au niveau de... Regarde la valeur de F, regarde. La valeur de F, elle peut changer. T'as vu, regarde. Hop, t'as vu, hop, ça ferme. T'as vu, hein, Canon, t'as vu Nikon, hein. Du coup, en fait, je suis pas obligé d'être en M, je peux être en S, et du coup, je vais non seulement avoir les ISO qui bougent, mais également l'ouverture en fonction de ce qui se passe. C'est dingue, hein. Et attends, regarde autre chose, regarde. Je vais lancer un enregistrement, d'accord. Regarde, t'es prêt? Regarde ce qui se passe, regarde. T'as vu, regarde Canon, attends, je vais un peu dézoomer. Ouais, t'as vu aussi, hein, il m'affiche ma distance focale. Bon, ça c'est... Moi, je trouve ça sympa. Après, voilà, c'est pas forcément obligatoire, mais moi, je trouve ça sympa. Mais surtout regardez les deux. Hein. Regarde. T'as vu Canon? Alors, attends, je vais faire afficher tout, parce que moi, je préfère afficher tout. Regarde, je peux avoir en enregistrement, hein, je peux avoir ma règle des tiers, ma grille des tiers. Je peux avoir mon niveau, et je peux avoir toutes les autres infos, en fait. T'as vu Canon, hein, on peut avoir la grille des tiers plus le niveau en cours d'enregistrement. Et t'as vu Nikon, je peux avoir mon niveau et toutes mes autres infos en plus d'enregistrement. Et en plus, t'as vu, eux, ils font une règle, en fait, ça s'appelle la règle des tiers. Ça s'appelle pas la règle des quarts. Et du coup, ben, j'ai une grille avec des tiers et pas avec des quarts, en fait. Et un autre truc, alors là, tu vois, ça c'est pas cool, ça j'aime pas. Ça vraiment j'aime pas, c'est que là, tu vois, j'ai pas de barre de son quand je suis comme ça avec le micro interne. Et ça c'est nul, ça moi j'aime pas, hein, c'est un défaut. Donc regarde, je te montre, hein, regarde, je mets un micro externe, hein, un rôle vidéo micro ici, hop, je mets, regarde. T'es prêt, hein? Regarde bien, regarde ce qui va se passer, hop, dès que je vais le brancher. T'es prêt ou pas? Vous êtes prêts les deux? Regardez, attention. Oh, t'as vu ça en bas là? Ça on appelle ça des barres de son en fait. Et moi les barres de son, j'aime bien les avoir tout le temps en fait. J'aime bien les avoir avec toutes mes autres informations en fait. J'aime bien les avoir avec ma grille des tiers, avec mon niveau, et avec toutes les autres informations. Voilà, j'aime bien ça. Du coup voilà, c'est des trucs un peu, je sais, hein, c'est un peu révolutionnaire pour vous, hein, vous qui êtes les leaders du marché, les mastodontes du marché, mais voilà, je pense que ça serait bien en 2020 d'essayer de faire des trucs comme ça quoi. Merci, au revoir. Bon voilà, après tout ce que j'ai dit, hein, je pouvais pas ne pas troller Nikon et Canon hein, sur cet aspect-là qui me paraît mais une aberration pas possible, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc vous l'avez compris, hein, dans cette vidéo, on va parler du Panasonic S5 en vidéo, hein, vraiment en vidéo basique. Donc la même chose que j'ai fait avec le Nikon Z6 II, mais avec ce Panasonic S5 qui est en train de me filmer là. Et encore une fois, hein, je mets à côté de lui ici le Canon EOS R6 dans le mode hein, que j'utilise habituellement, c'est-à-dire avec la stabilisation électronique d'activer, mode standard et pas optimisé, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, le truc que j'utilise habituellement, comparé ici au Panasonic, sachant que donc le Panasonic est équipé de son 20-60, hein, son objectif de kit, hein, il me semble, 20-60 f3.5.5.6, que j'adore cette plage focale 20-60, vraiment je trouve ça génial. Vous voyez, ça me permet de me vlogger là par exemple là tout de suite avec quand même un assez grand angle, sachant que je peux pas tendre le bras à fond hein, vu que j'ai la perche avec j'ai le GorillaPod avec les deux boîtiers, c'est très lourd comme d'habitude vous savez. Et donc à côté évidemment hein, j'ai mis le 15-35 f2.8 de chez Canon que j'ai mis à 20 mm aussi pour que vous ayez tous les deux hein, les mêmes équivalences. Donc voilà ce que ça donne et donc ouais, je vous le dis hein, c'est pour moi vraiment catastrophique hein, que Canon et Nikon soient pas foutus de nous laisser. Voilà, déjà un mode S en vidéo pour moi c'est vraiment mais la base, mais vraiment la base quoi. Pour moi ça c'est scandaleux hein, que ce soit l'un comme l'autre. Bah voilà, pareil, le fait que je puisse pas avoir mon niveau pendant mon enregistrement, je peux pas du tout l'avoir hein, sur le Canon. Sur le Nikon je peux l'avoir mais du coup je peux pas avoir mes barres de son. Sur le Canon je peux pas avoir mes barres de son à part si je me mets en son manuel, ce que je veux pas, je veux être en auto parce que ça marche très bien et que ça me va très bien comme ça. Et du coup voilà, c'est tous ces petits trucs, la grille des quarts hein, chez Nikon, le fait que la grille des tiers disparaisse quand je suis en train d'enregistrer comme là sur le Canon, ce qui fait que je peux pas aussi bien me centrer, aussi bien me cadrer. Par exemple quand je vous fais un comparatif comme ici, je me mets pile au centre hein, sur le Panasonic, mais je sais pas exactement sur le Canon parce que j'ai pas ces grilles à la con et c'est donc beaucoup plus imprécis que si j'avais mes grilles affichées même quand j'enregistre. Donc voilà, donc ça me rend complètement dingue. Et pourquoi ça me rend
rend aussi dingue, c'est que bon déjà c'est ce que c'est censé être les deux constructeurs historiques qui sont censés être les mastodontes du marché, patati patata. Donc ça déjà ça me la fout un peu mal que les trucs basiques comme ça ils soient pas foutus de le faire. Et surtout c'est des trucs basiques, et c'est des trucs basiques qui selon moi, alors je suis pas codeur, je suis pas informaticien, mais pour moi mettre un code pour avoir que les petites grilles de tiers ne disparaissent pas quand on enregistre, en tout cas laisser l'option, ça doit pas être très violent niveau code. Vraiment ça va pas prendre beaucoup de mémoire, ça doit pas être des lignes de code qui font 8 pages à mon avis. Pareil, le fait d'avoir le niveau quand on veut, à mon avis c'est pas très violent. Le fait d'avoir un mode S sur le Canon, on sait que le R5 le fait, c'est donc juste une limitation technique pour segmenter les gammes chez Canon, donc c'est vraiment scandaleux de leur part, c'est vraiment juste pour nous prendre pour des pigeons. C'est un boîtier à 2600-2700 balles, apparemment c'est pas un boîtier expert et donc on peut pas avoir le mode S en vidéo, merci Canon. Et chez Nikon, on a un mode S, on se dit super, et on peut pas régler la valeur du mode S. Donc voilà, c'est pour ça que ça me rend ouf, c'est que pour moi c'est vraiment des trucs faciles quoi, enfin c'est du basique pour moi qui prendrait allez, une demi-journée de travail aux ingénieurs de chez Nikon, chez Canon pour corriger ça, pour juste nous laisser une option quelque part dans le menu. Ils le font pas, ça me rend vraiment fou parce que vous voyez à côté de ça le Panasonic, le S5, vous l'avez vu, vous avez vu mes 3 précédentes vidéos tournées au S5. Dans la première je vous l'avais pas dit, c'est la première où je vous parlais du Z6 II, mais ceux qui m'ont demandé en commentaire, je les ai envoyés vers la vidéo où je vous montrais que je filmais avec le S5. Donc il y en a plein qui se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème avec l'autofocus, comme par hasard. Donc pareil dans la vidéo d'après, pareil dans la vidéo encore d'après où je faisais vraiment les critiques ergonomiques du S5, tous les problèmes de autofocus qui sont vraiment hallucinants. Voilà, c'est vraiment très clairement son gros point faible. Ça, pour le coup, je comprends que ce soit beaucoup plus délicat à mettre en place. Je comprends que le fait de changer de technologie, de passer de la détection de contraste à la détection de phase, ce soit un gros gap et qu'il faille vraiment mettre plein d'équipes dessus pour les algorithmes, pour tous les algorithmes de calcul, tout ce qui est autofocus. Je comprends que ça ce soit compliqué et qu'il faille vraiment beaucoup de taf derrière pour avoir un truc propre, clean, qui marche bien. Mais tout ce que je vous ai dit avant, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me rend ouf. Et par contre, donc, si on parle d'autofocus, vous l'avez vu, vous avez été ultra nombreux à me le faire remarquer, c'était catastrophique, mais catastrophique de chez catastrophique. C'est quelque chose que je vous avais déjà annoncé dans la vidéo que je vous avais fait sur la sortie du Panasonic S5. Je remets ça en fiche là-haut. Je vous l'avais dit, le S5, moi je me fais aucune illusion dessus, malgré le discours marketing, malgré ce que certains testeurs ou certains ambassadeurs Panasonic ont pu dire. Non, faut arrêter de dire que la détection de contraste est au niveau de la détection de phase. Oui, elle est peut-être au niveau, mais d'une détection de phase d'il y a 5 ou peut-être un peu plus encore avant, d'il y a 5 ans. Donc si vous comparez une détection de phase d'il y a 5, 7, 10 ans et que vous comparé à la détection de contraste qu'on a aujourd'hui sur le Panasonic S5, effectivement, peut-être que du coup on est à peu près au même niveau. Si par contre vous comparez votre détection de phase actuelle, votre détection de contraste actuelle du Panasonic sur une détection de phase actuelle, comme par exemple sur le Canon EOS R6, et bien là, évidemment que la détection de contraste se fait éclater, mais éclater, un truc de fou, et ça sera toujours le cas. Il faut arrêter avec ça. La détection de contraste, c'est bien gentil, c'est une ancienne technologie. Aujourd'hui, ce qui marche, on le sait, tout le monde le sait, tous les constructeurs, à part Panasonic, sont passés sur la détection de phase, c'est pas pour rien, et du coup, voilà, Panasonic, je comprends que ce soit compliqué, mais bougez-vous le cul. Pour moi, c'est vraiment votre seul vrai gros défaut aujourd'hui, et sans ça, alors un peu avec la stabilisation, on va en parler juste après, mais sans ça, Panasonic, pour moi, Panasonic aurait été une vraie option, et j'aurais pris par exemple plutôt qu'un EOS R6, ou si aujourd'hui je devais faire le choix, je prendrais le Panasonic S5 plutôt que le EOS R6, mais là, moi, tel quel, je ne peux pas, vous avez vu, l'autofocus, c'est juste pas possible. On fait rien, il perd le focus, mais de fou. Il fait sa vie, il fait tout ce qu'il veut. Alors quand j'essaie de montrer un truc à l'écran, à la caméra, vous avez vu, c'est la fête du slip. Donc voilà, donc c'est absolument pas une surprise. Je vous l'avais dit, il y a 2 mois de ça, je sais plus exactement quand, mais je vous l'avais dit dès sa sortie. Il faut arrêter avec ces détections de contraste. C'est de la merde. Très clairement, c'est de la merde. Il faut arrêter avec ça, Panasonic. Ça c'est dit, c'est très clair. Je l'ai toujours dit, je continue à vous le dire. Ça me fait énormément marrer quand je vois les petits encarts, un DFD comme quoi sur par exemple le Panasonic S1, on a un super autofocus, je vous l'affiche là. Allez voir sur la page Panasonic, on a un super autofocus, ultra speed, lighting speed, voilà, vitesse de l'éclair, toutes ces conneries. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. En tout cas, vraiment en vidéo, c'est catastrophique. C'est complètement catastrophique. Du coup, voilà, si vous utilisez pas l'autofocus, que vous faites tout en manual focus parce que vous ne vous filmez pas du tout, par exemple comme moi je suis en train de faire là, ou comme quand je monte des choses dans mon studio, il y a aucun souci, je le comprends tout à fait. Et effectivement,
effectivement, à côté de ça, Panasonic propose énormément de choses en vidéo, hein, beaucoup plus que les deux autres patates là. Il propose par exemple d'avoir des lentilles anamorphiques, voilà, des objectifs anamorphiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le Panasonic. Je détaillerai ça un peu plus dans ma troisième vidéo que je vais faire sur ce S5 où je vais le comparer justement au R6, au Z6 II et un peu à la C3. Bon, ça sera plus tard tout ça, mais voilà. Du coup, je parlerai plus en détail, hein, de ces aspects vidéo plus poussés, parce que là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'aspect vidéo basique, hein, comme j'ai fait sur le Z6 II. Et du coup, voilà, si vous filmez en manual focus, en MF, il n'y a pas de souci. Si par contre vous voulez compter un temps soit peu, un moment donné sur votre autofocus, laissez tomber, c'est pas la peine. Si vous avez besoin d'un autofocus en vidéo, le Panasonic S5 n'est pas pour vous. Voilà, très clairement, et donc il n'est pas pour moi. Je dis pas qu'il est pour personne, encore une fois, allez voir ma vidéo de disclaimer avant le Z6 II où j'explique toute mon utilisation, tout mon historique, etc. Je dis pas que mon utilisation est la bonne, je vous donne moi ce que j'en ai pour mon utilisation, et pour mon utilisation j'ai besoin d'un autofocus, et je vous dis je ne peux pas compter du tout sur cet autofocus. Et j'avais eu en commentaire, enfin il y a eu un commentaire sur, c'était sous la vidéo du test du R6 par Max de mon sport, et il y a eu BRL qui disait ça fait un moment que je me tâte à changer, je crois que c'est un GH5 qu'il a ou un G9, à cause justement comme toi, l'autofocus complètement à la masse Max. Du coup ça m'intéresse bien ce R6 effectivement, et après du coup moi j'ai un peu trollé dessus en disant non, sans déconner ils ont des autofocus merdiques Panasonic. Max a s'y renchéri, donc voilà, on s'est bien marré entre nous, mais voilà, très clairement, je suis pas le seul, en tout cas pour des youtubeurs qui ont besoin de se filmer, l'autofocus du Panasonic c'est une vaste blague, très clairement, ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas tant qu'ils passeront pas à la détection de phase. Ça c'est vraiment le gros défaut, hein, très clairement. Et ce que vous voyez d'autre, hein, vous avez peut-être vu, hein, par rapport au plan avant, c'est que je suis plus cropel, hein, sur le Panasonic. C'est qu'en fait, hein, avant j'étais en mode de stabilisation, donc ce qu'ils appellent normal, pas panoramique, mais j'avais pas activé la stabilisation électronique. Donc là je viens de l'activer, et donc dites-moi si vous trouvez que c'est plus stable qu'avant ou pas, hein, toujours comparé au R6. Et surtout revenez au début, hein, voir si vous voyez des choses, en particulier au niveau de l'arrière-plan. Moi vous savez, hein, j'ai eu le G9, j'ai eu le G90, et un des trucs qui m'embêtait énormément en plus de cet autofocus, hein, c'était vraiment c'est vraiment ce qui m'a fait arrêter de l'avoir, hein, c'était vraiment le wobbling. Alors c'est quelque chose qu'on va plus voir au grand angle en général, et c'est en fait ça va pas se voir au premier plan, ça va se voir au second plan. Regardez si le second plan a pas tendance à se déformer comme ça, à faire un peu comme vous savez, comme si on se téléportait un peu façon Stargate, si on rentrait dans une autre dimension un peu psychédélique, où en fait le fond à l'arrière il est pas droit, mais il se déforme un peu dans tous les sens comme ça, dans les côtés un peu bouh, ok. Donc regardez ça comment c'était en début de vidéo quand j'avais pas la stabilisation électronique d'activer, et regardez la stabilisation en général, et regardez ça maintenant que j'ai la stabilisation électronique activée. Moi je l'ai vu sur plusieurs fois dans mes vidéos que je vous ai fait précédemment, hein, les 3 vidéos faites avec le S5, et je l'ai vraiment énormément vu quand je passais sur une place, hein, qui est à côté de chez moi, la place Agora, où du coup on voit les immeubles en fond, et les immeubles en fond ils font wouh, et donc c'est à ce moment là évidemment qu'on va s'en rendre le plus compte, hein. Moi je m'en suis vraiment rendu énormément compte à New York avec des grands bâtiments autour de moi, parce que ça se voit d'autant plus, hein, le mouvement est d'autant plus marqué, alors que là quand vous avez un ciel comme ça c'est peut-être pas forcément ultra visible, mais regardez par exemple les arbres derrière moi, là à l'écran je le vois pas, mais quand je le mettrai sur Adi, je pense que je vais voir que derrière, en tout cas comparé au R6, on va vraiment avoir des choses qui font un peu plus wouh. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir si évidemment vous êtes sensible ou pas. Moi je suis ultra sensible à ça, je vous l'ai expliqué, hein, déjà plusieurs fois, c'est vraiment le truc que je remarque en 2 secondes, et c'est hyper désagréable pour moi. Donc ça c'est l'autre gros point, hein, qui peut être négatif pour moi, même si j'ai l'impression que c'est quand même moins pire, hein, que sur le G9, sachant que là je suis à 20 mm équivalent. Ok, et toujours dans cette idée de stabilisation et de voir ce que ça donne niveau déformation derrière, là je viens d'activer ce qu'ils appellent la stabilisation électronique optimisée. C'est un truc encore un truc en plus, mon chien se fait le kiff dans les sables derrière, c'est encore un truc en plus où du coup c'est censé améliorer la stabilisation. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez qu'il y a un crop? Moi comme ça à l'écran j'ai pas l'impression, par contre voilà, vous me dites, est-ce que ça améliore la stabilisation, est-ce que peut-être ça l'améliore en premier plan, mais du coup derrière c'est encore plus la fête du slip. Voilà, dites-moi tout ça, sachant que je vous le redis, hein, je suis avec les 2 appareils sur la même barre avec le GorillaPod, évidemment ça tremble beaucoup plus que si je l'avais directement à main levée, mais les vidéos que vous avez vues quand je vous parlais en extérieur avec le Panasonic S5, en particulier sur toute ma vidéo de disclaimer sur les Z6 II, hein, tout mon historique, tout ma façon d'utiliser les choses, mon utilisation, tout ça avait été fait au S5 à main levée, directement pris à la main, donc ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Et moi ce que j'ai vu quand même, je trouve que c'est moins bon que le Canon, sachant que attention quand même, hein, et là j'ai malheureusement pas possibilité de faire le test, c'est que moi mon 20-60 qui est utilisé ici n'est pas stabilisé, donc c'est vraiment uniquement la stabilisation du capteur qui est en train d'être utilisée. Quand
sur le Sony, sur le Canon évidemment, j'active, hein, je vous le mets dans les conditions que moi j'utilise pour que vous ayez comparaison à ce que moi j'ai habituellement, c'est-à-dire le 1535 qui lui est stabilisé et j'active la stabilisation. Donc voilà, donc on a quand même ça, on n'a pas l'aspect OUS hein, ici dans le Panasonic et il faudrait voir ce que ça donne. Mais moi, hein, pour avoir eu le G9 et le G90, clairement, le fait d'avoir les deux, bah, ça a amélioré le premier plan, mais j'avais quand même des gros problèmes sur l'arrière-plan et je me demande si c'est peut-être même pas quelque chose qui est aidé encore moins, qui est aggravé encore plus l'aspect wobbling. J'en suis pas sûr du tout, il faudrait que je refasse des tests poussés, etc. Je peux pas le faire là, mais voilà, vous si vous avez un S5 avec peut-être un objectif stabilisé et que vous avez fait ces tests hein, à différents modes stabilisation normale, puis en mettant électronique, puis en mettant électronique poussée, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que niveau wobbling, oui ou non, vous avez quelque chose de mieux ou de moins bien quand vous activez l'OIS en plus. Voilà, ça je suis très preneur. Moi je sais que dans tous les cas, hein, que j'ai l'OIS ou pas, hein, j'avais des gros problèmes de wobbling et c'était vraiment un gros souci pour moi et c'est une des raisons qui m'a fait dégager Panasonic. Donc voilà, donc vous savez à peu près tout, je vais rester comme ça maintenant pour la suite de la vidéo et en fait bah, je vais pas tellement vous dire plus de choses parce qu'à côté de ça j'ai aucun problème avec ce S5. Toute la logique de faire dans la vidéo, bah, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus évident que ce que j'ai sur le Nikon, très clairement, même que ce que j'ai sur le Canon, moi je trouve. Alors oui, j'ai eu un G9, oui j'ai eu un 90, donc certainement que je suis plus habitué à l'ergonomie, mais quand même, hein, pour moi c'est quand même beaucoup mieux branlé et on trouve tout facilement et c'est tout ce qu'on veut trouver, ça marche. On comprend ce qu'il doit faire et il le fait quoi. Alors je peux vous dire un petit truc hein, justement comparé à ce G9, hein, c'est que j'étais un peu déçu par la prise micro. Elle est moins surélevée et vous savez sur le G9 elle était non seulement élevée mais un peu inclinée, ce qui fait que le câble était un peu orienté vers le haut et en fait la trappe hein, de la prise casque, de la prise micro pardon, était vraiment unique à la prise micro. Donc on avait juste cette petite trappe à ouvrir, on branchait notre micro dessus et en fait le câble du micro ne gênait absolument pas l'écran et rien ne gênait l'écran quand il était déplié comme je suis actuellement. Là le micro est bien placé, c'est-à-dire qu'il est en haut, hein, contrairement par exemple au Nikon où il est au milieu, mais bon le Nikon on n'a pas d'écran sur rotule donc ça règle le problème. Mais vous voyez que du coup ben là en fait je vous le montre, hein, quand je dois avoir accès à cette prise micro, en fait j'ouvre une double trappe qui donne accès à la fois au micro et au casque et du coup cette double trappe ben, me cache un peu l'écran, mine de rien elle me cache quand même au moins une info à l'écran et donc je trouve ça bien dommage parce que sur le G9 c'était à mon avis parfait, mais vraiment parfait, je vous l'avais dit, et là ben, on a un peu régressé, je trouve ça dommage. Panasonic, vous auriez mieux fait de prendre la même logique que sur le G9, c'est pas terrible. Bon et là vous devez voir hein, qu'il y a comme un souci au niveau recadrage hein, sur le Panasonic S5. Pourquoi hein? Parce que je me suis mis du coup en 4K 60 fps et donc du coup 4K 60 fps hein, je vous l'avais dit encore dans ma vidéo que je vous avais fait à sa sortie hein, vous voyez que tout ce que je vous dis quand même en général ça se vérifie après très bien. Bah voilà, la 4K 60 fps hein, c'est forcément en mode croppé en APS-C, donc bah je suis exactement pareil, je suis à 20 mm hein, sauf que vous voyez d'un côté sur le Canon je suis pareil en 60 fps et j'ai pas un crop de débile. Là j'ai un crop de débile, alors oui si je devais filmer un truc loin je serais bien content, mais j'aimerais bien si je veux filmer un truc près avoir le grand angle hein, et donc j'ai pas cette option là alors que je vais l'avoir sur Canon où évidemment sur le Canon je vais pouvoir passer en mode APS-C en 4K 60 fps, il n'y a pas de souci, je suis soit en mode full frame soit en mode APS-C et il n'y a pas de problème. Le Panasonic propose aussi hein, d'avoir ce mode full frame entre guillemets, APS-C et un autre truc qu'il appelle pixel je sais pas quoi, où c'est encore un tout petit peu plus croppé que l'APS-C, mais donc voilà vous voyez là bah, pour moi c'est inutilisable quoi. Pour moi là tout de suite, alors pas dans toutes les conditions, si je devais m'en servir pour filmer quelqu'un de loin, un sport par exemple, je serais bien content peut-être d'avoir ce crop, mais j'aime bien avoir l'option de l'activer ou pas. Là j'ai pas l'option, je suis forcément croppé, ça m'emmerde. Et l'autre chose hein, c'est que j'ai oublié de vous le dire en vidéo, mais tout ce que j'ai filmé avant c'était en 4.2.0 8 bits et là pour la 4K 60 fps je suis obligé de passer en 4.2.2 10 bits, 4.2.2 ou 4.2.0 je sais plus, mais en tout cas en 10 bits. Ok, je viens de vérifier, donc là vous voyez hein, je suis repassé en 4K 24 fps hein, du coup le truc beaucoup plus élargi hein, évidemment, et donc j'étais bien en 4.2.0 10 bits et par contre la petite feinte hein, alors la petite feinte c'est qu'on est qu'en 100 mégabits par seconde, donc ce qui est exactement pareil que ce que j'ai en 4K 24 fps, donc j'ai beau faire plus de x2 sur mes fps hein, je garde le même bitrate hein, ce qui est pas forcément très encourageant à mon avis sur la qualité finale de cette histoire là. Par contre je peux plus vous dire je crois que le Canon il monte à 150 mais je suis pas sûr du tout parce que le Panasonic indirectement dans ses menus va nous dire le bitrate alors que le Canon ne le fait pas, donc là je peux pas vous dire comme ça, mais j'ai dû vous l'afficher hein, j'ai dû vous l'écrire, et voilà en tout cas c'est un peu dommage que le bitrate ne suive pas
pas avec du coup le nombre d'images par seconde, hein. Évidemment c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui augmente, plus on a d'images, plus on veut un bitrate élevé, ça me paraît assez évident. Donc voilà, après à côté de ça, alors là regardez, ça va être le bon moment de regarder, là c'était vraiment cet endroit là, hein, je vous disais, où j'avais beaucoup de Woblime, j'avais trouvé, hein, dans ma vidéo, je crois que c'était justement sur, je sais plus, c'était une des vidéos, hein, sur le Z6 II. Voilà, regardez ce qui se passe derrière, est-ce que vous trouvez qu'il y a du wobbling, est-ce que vous trouvez que c'est embêtant ou pas. Moi je sais que sur la vidéo en question j'avais vraiment vu, là on va voir si vous le revoyez ou pas, sachant que là je suis comme tout à l'heure la dernière fois ce que je vous ai dit, donc stabilisation activée, stabilisation électronique activée, enfin stabilisation normale, stabilisation électronique activée et stabilisation optimisée ou je sais pas quoi, encore plus rajouté par dessus. Donc voilà, vous me dites tout ça. Allez, on se retrouve le soir, hein, du coup pour vous faire le même test que j'avais fait avec le Nikon Z6 II, hein, voir ce que ça donne en faible lumière comme ça va être là, avec des petits changements. Là par exemple j'ai le lampadaire devant moi qui ne fonctionne pas, donc je suis un peu plus assombri que juste avant, sachant que je lui ai dit, hein, de pouvoir monter en ISO autant que je veux et qu'au niveau réglage, hein, je suis toujours en 4K à 24 fps, 1/50 de seconde. Je me suis mis à F4 sur les deux pour être exactement dans les mêmes conditions que j'étais avec le Nikon, hein, comme ça voilà, vous pouvez comparer d'une vidéo à l'autre, je vais faire exactement le même chemin, comme ça vous pouvez vraiment voir. Là, ce que j'ai fait, hein, c'est que je l'ai remis en stabilisation normale, sans stabilisation électronique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vais faire toute la vidéo comme ça de nuit de cette façon. Les deux sont à 20 mm équivalent et voilà. Alors, je vous explique le truc, hein. Du coup je trouvais qu'il y avait une grosse différence, hein, au niveau température entre mes deux boîtiers, et du coup j'étais en train, je vous explique, en fait vous savez sur le Panasonic on a Automatic White Balance, hein, qui est le normal, après on a un EAB, hein, qui est du coup avec un C pour cold et un EABW pour warm. J'étais en warm, j'étais en EABW jusque là, et le gros avantage, hein, sur ce Panasonic, c'est que vous voyez je peux le changer en cours de route, et du coup ici donc j'ai appuyé directement sur mon bouton de raccourci White Balance, et donc là je suis en warm, attention là je change en cold soi-disant, donc là je le valide, pour moi il n'y a aucune différence, mais alors, vraiment aucune différence, dites-moi, hein, peut-être le rendu final c'est l'écran qui est pas ouf, et ici ici je suis en automatique white balance tout seul, il se démerde. Donc voilà, dites-moi si vous voyez une différence, franchement je trouve que c'est assez pignol. Et donc si je vous compare, hein, pardon, du coup je vous montre, hein, ce que ça donne, la comparaison ici avec le Canon. Donc là le Canon il est en ambiance, d'accord, donc c'était pas ce qui était c'était ce qui était avant, oui c'était ce qui était avant. Donc voilà, là je suis en ambiance, les deux en fait je suis en automatic white balance ambiance si vous voulez, hein, voilà. Et si du coup je vais passer juste, je vais lui dire sur le Canon que je passais en blanc, priorité blanc, du coup il va falloir que j'arrête l'enregistrement, que j'aille dans mon QMenu et que je change ma valeur. Je peux pas le faire en cours d'enregistrement comme sur la Panasonic parce que je ne peux pas attribuer de touche raccourci à ça, et donc je suis obligé d'arrêter l'enregistrement pour ouvrir le QMenu ou aller dans le menu, hein, pour changer ma balance des blancs. Allez, c'est parti. Donc, je viens de passer en priorité blanc, hein, du coup vraiment priorité blanc sur le Canon. Je pense que ça se voit de suite, hein, la différence. Pas du tout sur le Panasonic, donc je vous rechange. Là il était en balance automatique, et si je appuie sur mon ici et je rappuie sur mon bouton une fois, deux fois, non là je suis en warm, donc du coup je devrais être en, attendez, hein, je devrais être en, est-ce que je peux le faire directement au tactile? Oui, je peux le faire au tactile. Donc là, je suis censé être en cold, donc je suis censé être quelque chose qui est moins chaud, et j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Si vous comparez par rapport au Canon, autant le Canon, je vois vraiment, j'ai rechangé sans faire exprès. Voilà. Hop, là j'y suis, voilà, en cold du coup. Et voilà, dites-moi si vous voyez une différence. Moi, j'en vois pas. Bon, je vois que là, l'autofocus est dans les choux. Il est censé voir mon œil. Il me fait l'indication qu'il voit mon œil, mais je sens qu'il est perdu. Je vais passer dans le fameux endroit où il n'y a pas de lumière. C'est là où il avait été mis beaucoup en échec, hein, le père Nikon. Donc là, je vois que je suis à 51 200 sur le Pana, et sur le Canon je vois pas parce que je suis bloqué par le boîtier du Pana. Donc je pense que là les deux doivent galérer, hein, bien comme il faut, hein, ce qui est normal, hein, c'est vraiment des conditions complètement pourries à ce moment-là. Voilà, là je commence à reprendre de la lumière, donc regardez comment il gère ça, regardez si vous trouvez que c'est bien, regardez l'autofocus, tout ça. Et donc voilà, donc ça c'était pour la partie balance automatique des blancs. J'aime bien aussi vous faire ça le soir parce que c'est souvent des lampadaires pourris, orange, blanc, un peu verdâtre, et donc ça met bien à rude épreuve, hein, tout ce qui est balance automatique des blancs. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le rendu Canon ou le rendu Panasonic? Voilà, je vais pas tellement m'énerver plus que ça. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, hein, qui va être vraiment sur l'aspect ergonomie générale, hein, du coup comme j'ai fait sur le Z6 II au niveau de ce Panasonic. Spoiler alert, c'est 1000 fois mieux que sur le Z6 II, hein, évidemment. Je vous détaillerai tout ça, je vous préciserai tout ce qu'il en est. Et après je vais faire une dernière vidéo où je vais parler donc à la fois de ce S5, mais également du Z6 II, également du R6, et un peu en sous-jacent du Sony A7 III, parce que c'est aujourd'hui chez Sony le concurrent le plus direct, hein, à ces trois autres
le boîtier que je vous ai dit. Et donc je vous donnerai un peu tous mes avis en plus général, où j'irai un peu plus en détail sur ce qu'on peut faire ou pas en vidéo, parce que Nikon permet quand même de faire des choses en vidéo que ne permet pas les autres, et vice versa. On va parler de tout ça plus en détail sur la vidéo, et plus en détail sur par exemple la rafale, un peu qu'est-ce qu'on peut escompter, et je vais aussi essayer d'étendre avec tout ce qui est objectif, ce que je vous ai toujours dit. Je vous remets ça en fiche là-haut. Pour moi, quand vous voulez aller sur une marque, quand vous voulez aller sur un nouveau boîtier, il faut avant tout, sur un nouveau système, il faut avant tout justement regarder le système dans sa globalité. Et pour moi, le plus important avant tout, évidemment, ce sont les objectifs, et en particulier les plages focales qu'on peut avoir. Moi, vous savez, je travaille uniquement en zoom. Les primes pour moi, c'est beaucoup trop chiant à devoir changer toutes les 2 secondes. J'aime bien, je suis du run and gun ce que je fais, donc il faut que ce soit rapide et que j'ai pas à me prendre la tête avec. Et donc moi, je suis très zoom, et je vous montrerai pour mon utilisation encore une fois qu'est-ce que je peux espérer avoir sur les différentes marques, quel budget ça représentera, aussi quelle taille, quel poids on peut espérer avoir grosso modo, un peu comme je vous avais fait quand je vous ai comparé le micro 4 tiers au plein format. Et donc je vous ferai un peu ça, cet exercice là sur ces 4, on va dire 4 principaux concurrents en hybride plein format en 2020, même si la C3 est une génération d'avant et on attend la C4. Mais voilà, ça vous donnera une bonne idée de tout ça. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, et pour être averti de tout ça. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à faire vos remarques, vos corrections si vous en avez. C'est super quand vous me corrigez. Moi je vous laisse là, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, faites des photos, faites des vidéos, tout ça. Allez, salut.